Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le vendredi 12 juillet 2013, en début de soirée, un train déraille en gare de Brétigny-sur-Orge, en Essonne. Le bilan est lourd, 7 morts, des centaines de personnes blessées et traumatisées. Selon l'enquête judiciaire, cette catastrophe aurait pu être évitée. Elle est la conséquence d'un mauvais entretien des voies dans le secteur de Brétigny. Un procès très attendu par les victimes s'est ouvert le lundi 25 avril devant le tribunal correctionnel d'Évry-Courcouronnes. La SNCF, SNCF Réseau et un cadre de l'entreprise sont jugés jusqu'à la mi-juin pour homicide et blessures involontaires. Code Source fait le point aujourd'hui avec deux journalistes du Parisien, Nolwenn Cosson du bureau de l'Essonne qui couvre cette audience et Vincent Verrier en charge des transports au service économie. Se mettre à la place des victimes et résumer l'horreur d'une journée de juillet 2013. Voilà comment la présidente du tribunal correctionnel d'Évry a décidé d'ouvrir le procès de la catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge. Nolwenn Cosson, le procès de la catastrophe de Brétigny-sur-Orge, c'est un procès hors norme. C'est la première fois que le tribunal d'Évry-Courcouronnes va accueillir un procès avec autant de parties civiles. Elles sont 175. Cela a nécessité pour accueillir toutes ces personnes d'importants travaux au sein du tribunal. La salle d'assises a été réquisitionnée, elle a été transformée en salle correctionnelle, donc le box a été démonté. Et comme la salle est trop petite, ils ont réquisitionné une seconde salle où les parties civiles sont présentes pour pouvoir suivre en temps réel ce qu'il se dit dans la première salle grâce à des écrans qui ont été installés spécialement pour l'occasion. Et s'ils ont besoin, évidemment, ils peuvent se rendre dans la première salle pour intervenir s'ils en ressentent le besoin à un moment donné. La première salle, donc, où siègent les magistrats, est destinée aux proches des personnes décédées et à ceux qui ont été grièvement blessés au moment de l'accident. Le jour de la catastrophe ferroviaire, il y a 6 personnes qui sont décédées le jour même. 4 se trouvaient sur le quai et ont été fauchées par le wagon quand il est passé. 2 autres se trouvaient dans le train. Quelques jours plus tard, une 7e victime est décédée à l'hôpital des suites de ses blessures. À cela s'ajoutent 21 personnes qui ont reçu des interruptions temporaires de travail de plus de 3 mois et qui se trouvaient ou sur le quai ou dans le train et qui ont été grièvement blessées durant l'accident. Qui sont les autres victimes qui assistent à l'audience dans l'autre salle ? Ce sont des personnes qui étaient présentes ce jour-là, mais qui n'ont pas été grièvement blessées. Ils ont par exemple reçu des morceaux de ballast quand le wagon s'est couché, des morceaux de cailloux, des projections de cailloux, mais aussi des personnes qui ont été psychologiquement traumatisées par cet accident. Au total, il y a eu 306 victimes qui ont été ou blessées très légèrement ou choquées, traumatisées par cet accident. Nolwenn Cosson, à l'approche de l'ouverture de ce procès, vous avez publié dans Le Parisien une série de 5 articles sur cette catastrophe. Vous avez rencontré des victimes, des témoins du drame qui vous ont livré 9 ans après leurs témoignages. Vous avez notamment échangé avec des habitants de Brétigny-sur-Orge qui sont toujours très marqués. Et parmi eux, une femme qui réside tout près de la gare. Elle s'appelle Dalila. Oui, tout à fait. Il suffit de se promener autour de la gare et d'évoquer cette catastrophe pour que les gens, très rapidement, nous disent « Ah mais oui, j'y étais, je me souviens ». Ils se souviennent parfaitement de ce jour, exactement ce qu'ils faisaient. Dalila, c'est une femme qui a la quarantaine et qui habite depuis des années à Brétigny-sur-Orge. Son immeuble se trouve juste en face de la gare de Brétigny. Et en fait, ce jour-là, elle était dans sa cuisine et tout d'un coup, elle a entendu un grand boom. Elle s'est rendue dans son salon. De son balcon, on voit les rails de la gare. Et c'est là où elle a vu les trains couchés, les gens paniquer, sortir du train. C'est quelque chose qui l'a beaucoup choquée, qui l'a beaucoup traumatisée, à tel point qu'elle avait pensé à déménager parce que le souvenir était trop difficile. On va revenir ensemble sur cette catastrophe, à partir des témoignages que vous avez recueillis et de ce que l'on sait de l'enquête. Vincent Verrier, tout commence le vendredi 12 juillet 2013, en fin d'après-midi. Un train quitte la gare d'Austerlitz à Paris. Oui, il est 16h53, c'est un intercité. On est veille de week-end du 14 juillet, fête nationale. Donc c'est des périodes de l'année où les trains sont assez chargés, les quais sont bondés. Et ce train doit relier Limoges à 20h05. Cette intercité doit passer sans s'arrêter par la gare de Brétigny-sur-Orge. Nolwenn Cosson, c'est une voie très empruntée ? Oui, tout à fait. Il y a d'abord le RERC qui passe par là, mais pas seulement. Il y a les trains de marchandises et il ne faut pas oublier qu'on est à 30 km de Paris. Donc beaucoup d'intercités, de TGV empruntent cette voie. Le train entre en gare de Brétigny-sur-Orge à 17h11.
En entrant en gare de Bretigny, il a une vitesse à peu près de 137 km/h. La limitation, c'est 150. Eh bien, vous avez les 3 premières voitures qui passent, il n'y a pas de difficulté. Malheureusement, à la 4e voiture, ça déraille, ça entraîne toute la fin du convoi. Donc on a 4 voitures qui se couchent sur les voies et une qui vient balayer le quai où attendent des voyageurs. Dans l'accident, le conducteur a le réflexe de tirer le signal d'alarme qui alerte les autres trains qui circulent sur la voie, parce qu'il y avait un train qui venait de Toulouse qui allait entrer en gare et qui lui donc s'arrête à temps. L'un des passagers de ce train, Jean-Luc Marissal, vous a raconté précisément comment il a vécu ce déraillement. Il rentre du travail, c'est un trajet qu'il fait régulièrement, et dans le train, il travaille sur son ordinateur quand tout d'un coup, ça commence à balloter, ça bouge. En fait, le train est en train de dérailler. Il ne le comprend pas tout de suite, mais lui s'accroche à son siège pour tenir le choc. Il raconte pas exactement ce qui s'est passé, mais en tout cas, quand il reprend ses esprits, il y a des corps partout, les bagages ont volé. Et lui se dit « je dois sortir de là ». Et en fait, il se rend compte qu'il ne peut pas sortir. L'entrée de son train est encombrée. Et du coup, il s'accroche à son siège et en fait, il tape avec ses pieds dans la fenêtre qui était déjà bien fragilisée par l'accident. Et c'est comme ça qu'il sort. Il est blessé, il a du sang partout, mais ce n'est pas des graves blessures. Il rejoint le parvis où il y a d'autres passagers comme lui qui sont sortis du train. Il retrouve un collègue. Il lui emprunte son téléphone parce que lui, dans la précipitation et dans la peur, il a tout laissé sur place. Il appelle sa famille qui n'était pas encore au courant qu'il y avait eu un accident. Il les rassure comme il peut. Et ensuite, il attend. Vous avez parlé aussi avec Renaud. Son prénom a été modifié pour conserver son anonymat. Il est l'un des premiers policiers à arriver sur les lieux. Quand il arrive sur place, à peu près une demi-heure après le déraillement, il monte directement sur le quai et là, de ce qu'il me raconte, c'est qu'il s'attendait à une crise d'hystérie, des gens qui courent partout, paniqués. Et en fait, pas du tout. C'est un silence de mort. Les gens sont très disciplinés, ils attendent. Ils voient des gens blessés, ils saignent de la tête, des jambes, des bras, mais ils ne sont pas grièvement blessés. Les secours sont déjà sur place et s'occupent déjà d'eux. Pendant quelques secondes, il perd un peu son sang-froid et puis très vite, il se reprend. C'est un policier, c'est un accident, ça, il sait faire. Donc, il reprend comme si c'était un accident lambda. Établir un périmètre de sécurité pour éviter que les gens entrent dans la gare. Beaucoup de gens étaient curieux et voulaient voir ce qui se passait. Et surtout, établir un périmètre pour que lorsque les enquêteurs seront sur place, ils puissent mener leur investigation dans les meilleures conditions possibles. Nolwenn Cosson, à ce moment-là, vous travaillez pour un journal concurrent, Le Républicain de l'Essonne. Déjà, comment est-ce que vous entendez parler de cet accident ? Je suis à la rédaction. On reçoit un coup de téléphone. On nous dit qu'il s'est passé quelque chose en gare de Bretigny. Un déraillement, mais sans trop de détails. Un de mes collègues me dit « je vais aller voir. On est un vendredi soir, ça allait être le début du week-end. » Donc moi, je rentre chez moi. Et quelques minutes plus tard, je commence à comprendre que c'est plus grave que ce qu'on pensait. J'appelle mon collègue et là, il me dit « Non, Nolwenn, il faut que tu viennes. » L'information vient de tomber, un train a déraillé en gare de Bretigny-sur-Orge, c'est dans l'Essonne, il y aurait des victimes, on verra cela dans un instant. Vous arrivez à la gare à peu près 2 heures après l'accident, décrivez-nous l'ambiance sur place. Le quartier est déjà bouclé par les forces de l'ordre, je me gare très très loin, je remonte toute la gare, il fait très chaud ce jour-là. Je vois des centaines de personnes. Il y a les forces de l'ordre, les pompiers, mais aussi des passagers qui ne sont pas blessés, mais qui attendent parce qu'eux devaient rejoindre Limoges et on doit les rapatrier sur Paris pour qu'ils puissent repartir. Il y a un monde fou, les gens veulent savoir, les journalistes aussi. Mais c'est très calme. Pas de pleurs, il n'y a pas de cris. 1 heure après mon arrivée, on commence à voir arriver les politiques, le gouvernement, Manuel Valls qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, mais qui était l'ancien maire d'Évry, qui connaît très bien Bretigny-sur-Orge, qui était présent. Et dans le même temps, le président de la République de l'époque, François Hollande, arrive sur place. Je voulais également dire aux familles notre solidarité. Il y a un moment qui va être très long pour l'identification des victimes. Les enquêtes sont en cours et dès qu'il sera possible de donner les noms et de prévenir les familles, bien sûr, ça sera fait, mais je peux comprendre l'appréhension et la douleur. Celui qui est alors le patron de la SNCF, Guillaume Pépi, se rend aussi sur les lieux. Il ne cache pas son émotion devant les journalistes, Vincent Verrier. Oui, assez rapidement, il explique un peu ce qui s'est passé, en tout cas les premiers éléments qu'il a. Et il insiste sur la situation des victimes et là, il commence à avoir des trémolos dans la voix. La première pensée que nous avons tous, c'est la solidarité vis-à-vis des victimes et de leurs familles et une très très grande émotion. Parce que les catastrophes ferroviaires sont quelque chose qui bouleverse l'ensemble de l'opinion et l'ensemble de ceux qui sont attachés au train dans notre pays.
C'est pas vraiment étonnant parce que la SNCF, c'est une grande maison, une grande famille. Et pour les avoir côtoyés pendant de nombreuses années, c'est des gens qui sont quand même attachés à leur métier. Leur job, c'est quand même de faire rouler des trains en toute sécurité. Et là, la SNCF a failli. Donc, du simple cheminot jusqu'à la tête de l'entreprise publique, c'est dur. C'est une journée qui est compliquée. Le soir même, plusieurs experts sont mandatés sur place pour comprendre les causes de ce déraillement. Oui, ils se rendent à la fois sur les voies, dans les bureaux, pour récupérer de la documentation sur les expertises qui ont pu avoir lieu les jours et les semaines précédentes. Et là, assez rapidement, ils se rendent compte que l'origine de l'accident provient d'une éclisse. L'éclisse, c'est quoi ? C'est une agrafe métallique qui doit faire une dizaine de kilos et 30 cm de long, avec des trous sur lesquels vous mettez des boulons et qui va venir rattacher 2 rails. Vous imaginez bien qu'on ne produit pas des rails de 200 km, elles sont fragmentées, et donc pour les relier, on met ces attaches métalliques. Et bien là, on s'aperçoit qu'une de ces attaches s'est détachée, qu'elle est simplement rattachée à la voie avec un boulon, les 3 autres boulons sont tombés. Et elle est venue pivoter et venue s'encastrer dans ce qu'on appelle un cœur de voie. Le cœur de voie, c'est quoi ? C'est un endroit où les rails se croisent. Quand cette éclisse vient s'encastrer dans cet espacement où les rails se croisent, ça fait un effet tremplin. Et donc, vous avez les roues du train qui déraillent. Et ils se rendent compte aussi que la portion de voie où s'est déroulé l'accident n'est pas très bien entretenue. Ils découvrent des tire-fonds desserrés, voire absents. Alors des tire-fonds, c'est quoi ? C'est des pièces métalliques qui servent à accrocher la voie au sol. Ils découvrent des boulots manquants. Donc pour ces experts qui ont l'habitude de traîner leurs guêtres sur les voies françaises, l'état de cette partie de voie n'est pas normal. Il y a un problème, il y a un souci. Que répond la SNCF à ces premières constatations ? Ce qu'elle va dire suite à ces différents témoignages, c'est que s'il y a un désordre, donc s'il manque des choses dans cette portion de voie, c'est à cause de l'accident. Grosso modo, c'est le train qui a balayé tout sur son passage et donc tout est en désordre à cause de ça. Et sa deuxième réponse, c'est de dire aussi, parce que quand les experts viennent sur Brétigny, ils essaient de récupérer de la documentation, et la documentation, il n'y a pas grand-chose. On ne voit pas de rapport très détaillé sur la maintenance qui a été faite, et donc la SNCF dit, c'est pas parce qu'il n'y a pas de rapport qu'il n'y a pas eu maintenance. Peut-être que les gens ont fait leur travail, mais derrière, ils n'ont pas rédigé un document qui explique en détail ce qui a été fait. Dès le surlendemain, de hauts cadres de la SNCF rendent visite aux proches des personnes disparues et à plusieurs victimes dans différents hôpitaux. Alors c'est vrai que c'est un épisode qui est assez surprenant. Il faut imaginer, on est 2 jours après l'accident et là vous avez des membres du COMEX. Alors le COMEX, c'est quoi ? C'est grosso modo l'équipe dirigeante de la SNCF qui fait le tour des hôpitaux où les victimes de l'accident ont été hospitalisées et commence à distribuer des chèques. Et des chèques, c'est pas des petites sommes, puisque pour les proches des personnes décédées, c'est 50 000 €. Pour ceux qui sont restés de plus de 2 jours, c'est également 50 000 €. Pour ceux qui sont restés moins de 2 jours, c'est 10 000 €. Normalement, quand on fait ce genre de chèques, ces chèques sont défalqués de la somme qui sera versée à la fin aux victimes. Et là, c'est pas le cas. On a un protocole d'accord qui dit quoi ? Qui dit que ces sommes-là, c'est des simples dons. Alors là, ça pose une difficulté. Ça pose une difficulté parce que c'est de l'argent public. On ne distribue pas comme ça des chèques. Tout ça est très encadré. Et puis, il y a une petite polémique qui naît. C'est est-ce que la SNCF a essayé d'acheter ces victimes ? Donc vous avez même des victimes qui ont refusé d'encaisser le chèque de peur que derrière elles ne puissent pas porter plainte contre l'entreprise publique. Même si à la base, on peut imaginer que ça part d'une bonne intention, au final, ça crée un malaise. Dans les jours qui suivent, le parquet d'Evry ouvre une information judiciaire pour rechercher et déterminer les responsabilités du déraillement. À partir de là, Vincent Verrier, 2 théories vont s'affronter tout au long de l'enquête. Lesquelles ? Alors, vous avez la théorie de la SNCF qui explique que la rupture de l'éclisse est venue brutalement. C'est-à-dire que tous les trains passent pendant la journée, d'un seul coup elle cède, hop, et on a un train qui déraille. Ça, c'est la version de la SNCF. Et la version des juges d'instruction, c'est plutôt que la maintenance sur le secteur de Brétigny a été mal réalisée, mal organisée, et qu'on est arrivé à une détérioration de cette partie de voie, et que petit à petit, les boulons ont cédé, les fissures se sont développées, l'éclisse s'est retournée et a occasionné l'accident. Fait inédit dans le cadre d'une enquête sur une catastrophe ferroviaire, les enquêteurs décident de placer plusieurs cheminots sur écoute. Ils ressentent que la SNCF joue pas le jeu, que la SNCF leur cache des choses. Donc ils décident de cibler quelques cheminots et ils écoutent. Et là, ce qu'ils apprennent, c'est quand même un petit peu surprenant, notamment le service juridique, qui décide de convoquer les personnes qui ont été entendues par les policiers pour les briefer. Ça, on peut imaginer que ça peut se faire, on accompagne son salarié, sauf qu'au là, on leur dit, écoute, fais des réponses courtes, rentre pas trop dans le détail, n'apporte pas de documents avec toi. Donc on sent qu'il y a une volonté quand même de l'entreprise de pas tout dire. On s'aperçoit aussi, autre élément troublant, que la SNCF
est en possession du rapport que doit rendre le BEATT. Alors c'est le bureau enquête et accident, c'est l'enquête administrative qui est organisée chaque fois qu'il y a un accident de transport collectif en France. Eh bien la SNCF visiblement a déjà eu le rapport avant que sa version officielle soit rendue. Ça aussi, c'est pas normal. Il y a plusieurs petites choses comme ça qui apparaissent. Dans ces écoutes, on s'aperçoit que la vision qu'ont les cadres de la SNCF sur les cheminots qui bossent à Brétigny est extrêmement négatif. On a notamment un échange où on a un cadre qui est dépêché sur Brétigny après l'accident, qui dit à notre cadre à Brest, donc à Brétigny, c'est tous des burnes, il faut tous les virer. Donc en substance, les mecs font pas le boulot, ils ont plus rien à faire à la SNCF. Dans ces écoutes, il est aussi question de la vitesse maximale des trains dans le secteur, qui malgré les recommandations, n'a jamais été réduite. On sait qu'un rapport de 2008 dit que la situation est déjà très compliquée sur Brétigny, il faut plus rouler à 150, il faut rouler à 100. Or, cette réduction de vitesse a jamais été appliquée. Et dans les échanges qu'on a après l'accident, échanges téléphoniques, les experts se disent qu'il faut réduire la vitesse au secteur de Brétigny parce qu'il y a un problème, mais ils hésitent à le faire parce qu'ils se disent si on le fait, ça voudra dire qu'on ne l'a pas fait en temps et en heure. Ils préfèrent laisser une situation un peu d'insécurité sur Brétigny plutôt que de corriger tout de suite. Quand ils entendent ça, les enquêteurs, ils sont éberlués. Autre fait qui intrigue les enquêteurs, quelques semaines après le drame, l'ordinateur d'un cheminot en charge de l'équipe de maintenance dans le secteur de Brétigny a disparu. C'est lui qui a normalement dans son ordinateur les rapports de maintenance, etc. Et donc, quelques semaines après l'accident, son ordinateur disparaît. Plus de nouvelles de cet ordinateur pendant plusieurs mois. D'ailleurs, même le vol de cet ordinateur, la SNCF tarde à le déclarer. Et finalement, on le redécouvre, donc il disparaît fin juillet, début août, et il réapparaît mi-octobre. On le découvre dans un petit atelier à côté de la gare de Brétigny. Et avec cette particularité, c'est que l'ordinateur est vide, c'est-à-dire que tout ce qu'il contenait a disparu, a été effacé. Les enquêteurs ont aussi des doutes sur certains documents que leur fournit la SNCF. Oui, ils se disent, est-ce que ces documents ne sont pas des faux ? Est-ce que ce ne sont pas des rapports de maintenance qu'on a remplis après l'accident pour expliquer que le travail avait été fait ? Et donc, ils entendent des cheminots. Et donc, on a notamment un cheminot qui explique que le soir de l'accident, il y a un cadre un peu gradé qui arrive et qui aurait demandé à modifier certains documents. Et quand ce cadre est entendu par la justice, lui dit non, j'ai jamais demandé ça, ces cheminots me chargent, mais moi, j'ai jamais demandé ça. En juin 2014, plusieurs rapports émis par plusieurs experts différents sont remis à la justice. Oui, ces rapports sont très éclairants. Très éclairants. Pourquoi ? Parce que ces rapports expliquent comment les boulons se sont désolidarisés de l'Éclisse. C'est un problème de maintenance, un manque de maintenance qui a fait qu'à un moment, cette Éclisse a cédé. Donc là, on a plusieurs rapports qui viennent dire la SNCF n'a pas fait le boulot. Après, il faut bien imaginer que la SNCF va pas se laisser faire. Et donc, elle a demandé plusieurs contre-expertises. Elle a demandé notamment qu'on analyse s'il n'y a pas un problème dans le métal de l'église, du rail, etc. Les retours de ces expertises disent quoi ? Ils disent oui, on n'a pas une pièce parfaite, mais il n'y a pas de pièce parfaite dans ce type de métier. Donc, c'est pas ça qui a causé l'accident. 3 mois plus tard, en septembre 2014, la SNCF et Réseau Ferré de France, aujourd'hui SNCF Réseau, sont mis en examen pour homicide et blessures involontaires. Et 5 ans plus tard, le 10 janvier 2019, un cadre de la SNCF est à son tour mis en examen. D'abord Vincent Verrier, qui est cet homme ? Alors il s'appelle Laurent Vaton. À l'époque de l'accident, donc en 2013, il a 24 ans. Et c'est son premier poste en tant qu'encadrant. Il est arrivé quelques mois avant. C'est un jeune homme, visiblement, il satisfait la SNCF, il n'y a pas de difficulté particulière. Sauf qu'en grattant un petit peu, on se rend compte que finalement, il a du mal à se faire respecter. Que c'est compliqué pour lui de faire bosser tout le monde, que le secteur de Brétigny il est compliqué à entretenir, à gérer, à contrôler, parce qu'il est sur un terrain fait de glaise. On a, dans la manière dont les voies ont été construites, ça tire dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de force qui s'exerce sur les voies. Ça tient, y a pas de... mais ça nécessite des contrôles réguliers beaucoup plus que dans d'autres secteurs de France. Donc, c'est pas un cadeau qu'on lui a fait. Et pour montrer que c'est dur pour lui, on a un échange de textos entre M. Vaton et puis une collègue où il dit qu'il est à bout, grosso modo, qu'il est extrêmement fatigué, qu'à Brétigny, ça pète dans tous les sens. Il y a des boulons qui sautent partout, que les voies sont assez compliquées à entretenir. Et ça, c'est la veille de l'accident. Et que reprochent précisément les magistrats instructeurs à Laurent Vaton ? C'est le dernier cheminot à avoir fait une tournée du secteur où a eu lieu l'accident. La tournée a eu lieu une semaine avant, le 4 juillet. Et pendant cette tournée, il ne voit rien de particulier.
ils ne voient pas qu'il manque des boulons à cet endroit-là. Ce qui est étonnant, parce qu'on a des rapports d'expertise qui disent quoi ? Qui disent les boulons ont disparu depuis plusieurs jours. Alors, est-ce qu'il ment ? Est-ce qu'il est passé, il a pas vu ? Donc lui dit, moi, j'ai rien vu. Et d'ailleurs, les enquêteurs vont récupérer le rapport de maintenance qui a été fait ce jour-là par Laurent Watton. Et en fait, pour dire que tout va bien, il fait un smiley. Donc ça participe un petit peu à cette légèreté dans la manière dont la SNCF a entretenu le réseau à Brétigny. Ce cheminot Nolwenn Cosson est la seule personne physique poursuivie durant ce procès. Il risque jusqu'à 3 ans de prison. Que pensent les parties civiles à ce sujet ? Pour eux, cet homme est un bouc émissaire. Il n'est pas le seul responsable, si en tout cas il l'est, de l'accident. Pour eux, il y a d'autres personnes, d'autres techniciens qui travaillaient avec lui, mais aussi sa hiérarchie, qui eux aussi auraient dû être jugés. Vincent Verrier, que risque la SNCF dans ce procès ? C'est des personnes morales qui sont mises en examen du côté de la SNCF, donc pas de peine de prison. Ça sera uniquement une peine d'amende, et c'est une peine d'amende plutôt légère puisque c'est 225 000 €. Donc l'enjeu de la SNCF, c'est pas tant ces 225 000 €. Je vous rappelle le chiffre d'affaires de la SNCF, c'est plusieurs milliards d'euros, c'est plus de 20 milliards d'euros. Non, l'enjeu pour la SNCF, c'est sa réputation. Si elle est condamnée pour ça, ça voudrait dire que la SNCF n'a pas fait le job. C'est une question qui est importante pour elle, parce que lorsque l'accident s'est produit, je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec un cadre dirigeant. Pendant quelques instants, ils se sont posé la question, est-ce qu'il faut arrêter tous les trains ? Est-ce que ce qui s'est passé à Brétigny, on peut l'avoir à d'autres endroits en France ? Parce que c'est un accident qui n'aurait jamais dû arriver. Nolwenn Cosson, ces dernières années, vous avez pu longuement échanger avec Thierry Gomès, qui est partie civile dans ce procès, en tant que président de l'association Entraide et Défense des victimes de la catastrophe de Brétigny. Il a perdu ses 2 parents ce jour-là. Oui, Marc et Geneviève, âgés de 81 et 82 ans, étaient sur le quai de la gare. Ils attendaient le RERC pour se rendre chez Thierry Gomès pour passer le week-end en famille pour le 14 juillet. Et en fait, ils ont été fauchés par le train, ils sont morts sur le coup. Thierry Gomès, lui, les attendait à la gare près de chez lui. Quand il a vu d'abord les écrans de la SNCF s'éteindre, sans explication, il a évidemment cherché à joindre ses parents, mais ils étaient déjà injoignables. Le lendemain, il prend sa voiture, il vient sur Brétigny, il fait le tour de tous les commissariats, de tous les hôpitaux, de toutes les gendarmeries. Il se dit que peut-être ils sont montés dans un bus avec d'autres passagers et qu'ils sont dans une autre ville et qu'ils n'ont plus les moyens de le contacter. Il cherche partout, en vain. C'est que le lundi qu'officiellement il apprendra qu'ils sont morts lors de l'accident. Thierry Gomès et les autres victimes, qu'est-ce qu'elles attendent de ce procès ? La vérité. Elles veulent obtenir enfin des réponses. Après 9 ans d'attente, le procès se tient enfin, ils avaient hâte. Et aujourd'hui, ils veulent comprendre comment et pourquoi cette catastrophe est arrivée. Ils ont aussi hâte d'entendre l'audition de Guillaume Pépi et qu'ils reconnaissent la responsabilité de la SNCF. Merci à Nolwenn Cosson et Vincent Verrier. Cet épisode a été produit par Ambre Rosala et Raphaël Pueyo. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source, c'est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Et puis si vous aimez Code Source et que vous voulez nous le dire ou simplement nous laisser un commentaire, n'hésitez pas à nous écrire codesource@leparisien.fr.